Vous l'aurez compris, grâce au titre, pour cette première vraie vidéo de la chaîne, je vais vous parler du Sony Alpha 7 III, si c'est encore un bon choix en 2021, ou si vaut peut-être mieux attendre le A7 IV, ou même penser à d'autres marques. Je vais essayer de garder ça assez court, donc je ne vais pas rentrer dans les détails hyper techniques et je ne fais que donner mon humble avis sur un appareil que j'utilise depuis bientôt 1 an et demi. Donc voilà, c'est parti. Commençons donc par les points forts de l'appareil. C'est un des meilleurs appareils overall pour le prix, c'est dit et redit. Personnellement, je l'ai choisi principalement pour 4 raisons. Son autofocus, ses performances basse lumière, sa taille et finalement l'écosystème Sony. Ce sont aussi principalement ces raisons pour lesquelles je n'ai pas choisi le Lumix S1 à l'époque où j'avais le choix entre les deux. Donc, côté autofocus, le capteur dispose de 693 points d'autofocus qui couvrent la quasi-totalité du capteur, ce qui permet donc de faire la mise au point quasiment là où tu veux. Et en plus de ça, il est hyper rapide grâce à sa technologie de détection de phase. Par contre, n'oubliez pas que la vitesse de l'autofocus peut être ralentie par un mauvais objectif. Mais avec un bon objectif, c'est juste un bonheur à utiliser. Ensuite, il a une montée en ISO incroyable et des performances basse lumière vraiment bonnes. Ça, c'est grâce au capteur rétroéclairé et d'autres technologies que je ne comprends pas encore parfaitement bien. Mais pour l'instant, c'est les résultats qui comptent et ça, j'en suis amplement satisfait. D'ailleurs, quand on rentre un peu plus dans les détails du capteur, c'est tout autant un plaisir. Donc ce Sony, il a un capteur CMOS de 24 mégapixels, parfait pour imprimer des photos d'environ 47 sur 35 cm, avec une densité de 300 pixels par pouce. Et d'ailleurs, grâce au mode S35 dans Super 35, bien pratique, on peut zoomer dans la vidéo sans perdre de la qualité grâce au suréchantillonnage. En très gros, c'est le fait que l'appareil filme avec l'entièreté des pixels du capteur, c'est-à-dire 6000 sur 4000, pour ensuite les compresser en 4K, ce qui correspond à 3840 sur 2160 sur cet appareil. Pour rester sur le capteur, il est stabilisé aussi, et c'est ce qu'on appelle le IBIS. Il est stabilisé sur 5 axes pour réduire les mouvements indésirés et donnant aussi la possibilité de gagner un peu en vitesse d'obturation là où le besoin se fait ressentir. Et pour en finir avec le capteur, il a une dynamic range incroyable, 14,6 pas. D'ailleurs, le Sony A7 III est capable d'enregistrer des vidéos en HDR, donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous voilà servi. C'est quand même incroyable parce que dans le domaine Sony, ils sont encore au-dessus d'appareils qui sont sortis bien plus tard comme le Sony R6, le Canon R6 ou le Lumix S1. Même si les deux derniers là ils se rapprochent énormément. Je crois que le Canon il a 14,1 pas de dynamic range et le Lumix 14,5. Mais enfin, fini le capteur, passons maintenant sur le corps de l'appareil. Il est assez petit avec une ergonomie assez bonne malgré ça. Discutable évidemment. J'en reparle après. Je trouve que les molettes sont au bon endroit et que la prise en main est très naturelle. Les autres boutons sont très bien positionnés et surtout ils sont programmables, tous. Et ça, c'est le bonheur. Parce qu'on peut vraiment personnaliser son appareil comme on le veut. Et comme ça, on peut avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'on utilise le plus souvent. Il y a des gens qui disent que les menus Sony sont assez bordéliques. Eh bien, grâce à ces boutons, on n'a plus besoin de s'y perdre dans ces menus. Et en fait, j'y pense en parlant du corps du Sony. Il est assez petit et compact, donc c'est apprécié par certains, décrié par d'autres, mais s'il y a une chose sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord, c'est le fait que malgré ce petit corps, Sony, ils ont réussi à mettre une batterie incroyable dedans. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait un shooting, j'avais 700 photos en 3 heures, il me restait encore 50% de batterie. Si vous venez d'un Sony Alpha 2 par exemple, alors la version 3 vous changera la vie. En restant toujours dans le thème du corps assez compact du Sony, je trouve ça incroyable aussi qu'ils ont réussi à mettre un double slot pour la carte SD. Il y a par ailleurs un slot UHS 2, l'autre n'étant que UHS 1, mais je n'ai jamais été embêté avec ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, c'est en gros la vitesse maximale que ces ports peuvent accepter. Et pour utiliser cette vitesse maximale au mieux, eh bien, il faut des cartes adaptées. Personnellement, j'utilise les cartes Sony TUF UHS 2 parce qu'elles sont vraiment solides et perdre une carte SD, ce n'est pas une option quand on est pro. Et maintenant, le quatrième point, celui qui en combinaison avec tous les autres, enfin les 3 autres du coup, m'a fait choisir le Sony A7 III plutôt que le Lumix ou le Canon. L'écosystème Sony. Alors attention, je ne parle pas d'un écosystème restrictif comme on peut voir chez Apple. Ici, quand je dis écosystème, je veux dire qu'il y a tout un pléthore d'objectifs disponibles pour les appareils Sony. Là où à l'époque, ou même encore un peu aujourd'hui, Lumix et Canon étaient un peu à ramasse avec leur lignée full frame hybride. Même si Canon a très bien joué ça avec leur bac d'adaptation. Après, on ne peut pas vraiment leur en vouloir parce qu'après, ils venaient de se lancer dans le marché des full frame hybrides. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, rien que les objectifs Sony devraient vous satisfaire.
ayant tout de l'objectif classique entrée de gamme 50 mm 1.8 aux objectifs à 12 000 balles. Donc des zooms, des primes, ils ont tout. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien il y a Tamron et Sigma qui ont pas mal de choix aussi, sans parler de toutes les autres marques disponibles qui font des objectifs pour la monture Sony. Toujours pas assez? Ok, je comprends. Mais dans ce cas-là, il y a les bagues d'adaptation, comme la MC11 par exemple. Donc franchement, il y a un objectif parfait pour tout le monde sur cette monture. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous avez un APS-C Sony, donc la série Alpha 6000, eh bien la monture est la même. Il faudra juste faire attention au multiplicateur de la focale. On en a fini avec les points forts qui m'ont le plus impressionné. Passons maintenant aux petites choses qui ont déjà pu me chagriner. Et ces choses touchent, pour moi, surtout au côté vidéo de l'appareil. Donc si vous n'êtes pas du tout intéressé par cette partie, eh bien restez quand même, parce que c'est toujours intéressant de le savoir, et il n'y a pas que la vidéo qui a des petits points négatifs. Bref, alors déjà, la vidéo est limitée à 8 bits 4.2.0. Il y a la possibilité de passer en 4.2.2, mais pour ça, il faut investir dans un enregistreur de type Atomos, et ça, c'est pas donné. Puis le plus important, c'est pas de passer en 4.2.2, mais en 10 bits. Parce que c'est ça qui nous donne le plus de possibilités de retouche par la suite, et même avec un enregistreur, on ne passe pas en 8 bits. Donc ensuite, il y a très peu de modes vidéo. Pour avoir pu utiliser un GH5 pendant quelques temps, je me rappelle avoir limite été perdu dans toutes les options qu'il y avait, au point où j'étais intimidé limite quoi. Mais au moins il y avait le choix, et on pouvait vraiment s'adapter en fonction de nos besoins. Sur le Sony, 4K, 24 images par seconde, avec le choix entre 60 et 100 mégabits par seconde. En HD, on a un peu plus de choix, mais ça ne va pas au-dessus de 100 images par seconde ou 120 en NTSC. Donc, pour récapituler, aucun slow-mo en 4K possible et maximum 100 fps en 1080p avec un débit de 100 mégabits max. Et comme si la vidéo n'avait pas pris assez cher déjà, il y a une limite de 30 minutes d'enregistrement. Mais bon, pour relativiser, je n'ai jamais eu à filmer aussi longtemps et voilà. Je peux imaginer que ça peut être chiant pour filmer certains types de vidéos, mais ça dépend donc vraiment des cas d'utilisation. Et là, c'est à vous de décider. Donc voilà pour la vidéo, vous voyez, pas de quoi ça fait en vrai. Passons maintenant sur l'autre partie qui me chagrine un peu sur cet appareil, son écran. Alors cet écran, c'est un gros point de débat entre les utilisateurs de Sony. Bon, tout le monde se met d'accord sur une chose quand même, c'est le fait que le tactile soit limité. Et là, tu te demandes, mais comment ça limité? Genre, c'est tactile ou ça n'est pas, non? C'est ce que je me disais, mais non. Sony, ils sont trop forts, ils ont réussi à créer un tactile pas vraiment tactile. Cet écran, il est donc tactile, mais que pour choisir l'endroit où on veut faire la mise au point. Cliquer sur quelque chose dans le menu, pas possible. Sélectionner un paramètre et le modifier, toujours pas possible. Et là, franchement, je suis sur le cul. Genre, honnêtement, pourquoi faire un écran tactile si c'est pour ne pas l'exploiter correctement? Moi, mon petit Lumix G7 là, qui est accroché juste au-dessus, 500 €, il a un écran tactile où tu peux cliquer sur où tu veux, pardon. Bon, bref. Bon. Si cet écran fait débat, c'est surtout à cause du système utilisé pour le sortir. Donc ce n'est pas un écran encastré dans l'appareil, on peut le sortir, mais c'est très limité comme tu peux voir là. Alors oui, c'est pratique dans certaines situations, et je pense que c'est moins fragile que les écrans qui peuvent pivoter dans tous les sens, mais dans d'autres situations, c'est vraiment pas pratique. Et c'est là que ça fait débat, parce qu'il y a des gens qui ne jurent plus que par ce système-là, ils l'adorent, alors que sur le Sony A7S3, c'est un système qui peut pivoter dans tous les sens. Mais bon, là encore, c'est à vous de décider ce que vous préférez. Et pour finir sur cet écran, il n'est pas très défini et les couleurs ne sont pas vraiment croyables. Ce qui est quand même dommage en fait pour un appareil qui est censé être, restituer une belle image, qui sert de référence en soi. Et je me dis qu'ils ont dû faire ça pour réduire un peu le prix final, mais bon, bref. Tant que ça ne joue pas sur la qualité des photos et de la vidéo en fait, c'est le plus important. Et les dernières petites broutilles, il n'y a pas de molette de sélection de mode. Par mode, j'entends rafale, timer, single shot et tout ça. Je me répète peut-être, mais sur mon G7, j'avais cette molette et ça me manque sur mon Sony. Ensuite, les caches sur le côté sont très bof. Ils balancent un peu dans le vide une fois que tu les as enlevés et surtout, ils peuvent être très gênants quand on commence à mettre beaucoup de câbles différents. Et finalement, le viseur électronique ou le VF, il n'est pas vraiment beau, après je le dis pas vraiment. Et ouais, je suis ce genre de mec qui shoot principalement à l'écran, donc bon, je me dis que c'est mon petit côté vidéaste qui fait ça. Et voilà donc pour les points forts et les points faibles de cet appareil. Maintenant, j'aimerais finir sur It's complicated. Un peu comme l'écran qui pivote. Soit tu l'aimes, soit tu détestes. Alors il y a plusieurs points.
Le premier point, c'est le fait que l'appareil soit assez petit. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il tient mal en main. Personnellement, je ne suis pas de cet avis, mais après j'ai peut-être de petites mains. À vous de juger. Deuxième point, l'écosystème Sony. Comme je le disais déjà, il est très fourni, mais c'est parce que ça fait longtemps que Sony est dans le game des full frame hybrides. Le problème, c'est qu'il y a donc des objectifs qui ont 10 ans je crois, qui commencent à vieillir et ne bénéficient pas des dernières technologies. Et quand je dis ça, je pense surtout aux avancées dans l'autofocus. Le troisième point, c'est que les menus sont réputés pour être assez compliqués et on peut vite s'y perdre. Donc voilà, c'est pas trop acceptable quand on est sur un tournage ou sur un shooting et que chaque seconde compte. Puis ça ne fait pas très pro en fait de chercher sur l'appareil et de ne pas trouver ce qu'on veut. Mais heureusement, les menus personnalisés existent. Et quatrième point, l'appli est pas terrible et en plus il a rétrograde. Par rétrograder, je veux dire qu'en fait avant la mise au point était possible depuis l'appli et plus maintenant. Pourquoi? Mais ça reste quand même très pratique comme petit moniteur ou pour transférer des photos. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, le système Reveneye du DJI RSC2 est bien meilleur pour se servir de son téléphone comme moniteur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je prépare une petite vidéo dessus, donc abonnez-vous. Est-ce que le Sony A7III sorti en 2018 est encore un bon choix en 2021? Alors, les avantages, c'est ses performances autofocus incroyables, des performances basse lumière tout aussi incroyables. Ensuite, c'est un capteur de 24 mégapixels, c'est un appareil avec un gabarit contenu, qui a une batterie incroyable et un double slot d'enregistrement. Et le tout est contrebalancé par une limite de 8 bits 420 en vidéo et un écran et un viseur très bof. Donc, si vous êtes pressé ou que vous avez un budget limité, prenez donc l'A7III en promo. Si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas pressé, attendez plutôt l'A7 IV. Ou si vous voulez rester dans la même tranche de budget et que vous venez de Lumix, regardez plutôt du côté du S5. Ou alors, si vous venez de Canon, alors regardez du côté de R6. Si jamais vous êtes sûr de votre choix et que vous partez sur le Sony A7III, je vous laisse un petit lien affilié dans la description. Ça ne vous coûte absolument rien, mais moi, ça m'aiderait énormément. Finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi de répondre et de vous aider dans votre choix. Sinon, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Je poste pas énormément en ce moment, mais ça arrive très bientôt. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'autres reviews, entre autres sur les objectifs que j'utilise et d'autres outils, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et d'ailleurs, laissez un petit like sur une vidéo, ça n'a jamais tué personne et ça me ferait très plaisir. Et sur ce, ciao!